Hello les amis, c'est Nils. Aujourd'hui, je vais comparer deux nouvelles actions. Deux célèbres actions américaines, défensives cette fois. Ça tombe bien, c'est justement le moment pour ce type d'action. En fait, c'était même le moment il y a à peu près 3 mois. Si ce type de vidéo vous plaît, indiquez-le dans les commentaires. N'hésitez pas à me proposer des actions ou ETF que vous souhaitez que je compare ou analyse, sans oublier bien sûr le pouce et de s'abonner. Ça m'aide beaucoup pour le référencement, je vous en remercie. Alors, je vous vois venir, pourquoi s'intéresser à des actions américaines en 2025 ? Alors qu'en France, il y a le PEA. En plus, on est ici avec des actions à dividendes, et de fait, vous avez déclaration d'impôt à faire, 30% d'impôt dessus, et bientôt 33% d'ailleurs. Pourquoi des actions américaines ? Déjà, si on regarde l'évolution de l'euro et la difficulté de l'Europe à évoluer, on voit bien que l'Europe est une valeur à fuir en ce moment. Ça va peut-être changer d'ici 4-5 ans, mais pour le moment, sur les années à venir, je ne vois pas vraiment de progression positive. Il faudrait vraiment un gros changement, et pour moi, il n'aura pas lieu avant au moins 4 bonnes années. Si par contre on regarde le dollar, on voit qu'il est porteur sur les prochaines années. Même avec le choc actuel, en cours aux États-Unis, bien sûr. En plus, le dollar étant un peu baissé, eh bien, ça pourrait être le moment d'investir. Vu que l'euro est un petit peu plus fort en ce moment, on pourrait bénéficier d'un effet de levier potentiel, quelque chose que j'essaye de faire systématiquement dans mes investissements, c'est la capacité d'avoir un effet de levier monétaire également. Ça peut décupler vos performances, vraiment de manière significative. Alors cela ne signifie pas pour autant qu'il ne va pas y avoir des retournements, mais je vous laisse faire le bon choix en fonction de votre stratégie. Alors bien sûr, petit disclaimer, comme toujours, je ne suis pas un conseiller en investissement, en tout cas pas encore. Tout ce qui est présenté ici est à titre d'information, cela ne constitue donc en aucun cas des conseils en investissement. Investir en bourse comporte des risques de perte totale ou partielle de votre capital, faites attention. Et bien sûr, les performances passées ne garantissent en rien des résultats futurs. Vous êtes prévenus, soyez responsable de vos actes et informez-vous avant d'investir. Nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet. Coca-Cola, Pepsi-Cola, qu'est-ce que c'est que ces marques-là ? Déjà, ce sont tous les deux des très grands groupes, très très vieux. Coca-Cola, 1886, et Pepsi-Cola, 1898, même si Pepsi n'est introduit en bourse qu'en 1965. Tous les deux sont sur le business mondial des boissons, même s'il y a des petites aspérités. Par exemple, sur PepsiCo, il y a eu une fusion, en fait, en 1965, entre la partie Pepsi et la partie Frito-Lay, du coup, qui intègre Doritos, Lay, Avalab, Quaker et autres, qui est plutôt une partie snack. Donc là, on a déjà un élément de diversification. Par contre, à l'heure actuelle, alors, il y a un travail en cours, Pepsi essaye de se rapprocher de sociétés pour investir sur les mêmes créneaux que Coca, parce que Coca a quelques créneaux un peu différents avec la partie thé et Power Ad, sans parler de système de boissons aussi à faible calorie. Donc Pepsi est en train de se lancer aussi également là-dessus en rachetant d'autres sociétés. Juste pour info, Coca-Cola existe quand même depuis 139 ans. 139 ans, je sais pas si les gens se rendent compte. Ce qui est intéressant avec des boîtes un peu vieillottes comme ça, c'est que quand on a vécu 139 ans, on a vécu des remplacements de 4 à 5 fois des Sherman, qui sont en moyenne sur une vingtaine d'années, ce qui fait que la boîte, elle est plutôt résiliente dans la durée. Donc ça, c'est le gros avantage. Et l'autre gros avantage, on va le voir juste après, ce sont les marges de l'environnement. Au niveau des boissons, les marges sont juste hallucinantes. Alors, justement, voyons ces marges. Coca-Cola, marge bénéficiaire brute, 58,6%. Donc ça, ce sont les revenus 2023. Les 2024 vont être publiés dans quelques temps, mais je les avais pas au moment de cette présentation. Donc, on n'aura que 2023. 2024 était encore meilleur. Mais on est quand même sur une marge proche des 60%, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Sur la partie PepsiCo, également un tout petit peu plus faible, mais c'est à peu près équivalent.
Par contre, sur les marges nettes globales, alors là, c'est ce qui reste à la fin, une fois qu'on a tout fait, l'investissement, tout. Eh bien, Coca, on est quand même à plus de 23%, ce qui est énorme également. Il y a des boîtes qui n'ont même pas 20% de bénéfices bruts. Il faut bien comprendre qu'il y a des boîtes qui marchent avec 7, 8%, 10% de bénéfices bruts. Là, on est sur une société qui a plus de 20%, c'est énorme. Et Pepsi, 10%. Donc on a un petit peu moins. Toutes les deux, ce sont des très 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 belles valeurs au niveau dividendes également. Et oui, d'ailleurs, Coca-Cola fait partie de ce qu'on appelle les dividendes aristocrates, les dividendes kings, c'est-à-dire des dividendes qui sont en augmentation et versés depuis un grand nombre d'années. Ça, c'est quand même un point assez intéressant. Donc 3% de valeur d'action à peu près. Et sur Pepsi, qui est un petit peu plus agressif là-dessus, on est à 3,6. Sur la partie répartition, bon, je vous l'ai dit juste avant, Coca-Cola, on est à 100%, là où Pepsi, on est à 60-40, ce qui est vraiment un petit peu mieux, mais en même temps, les marges snacks sont bien inférieures aux boissons et nécessitent des logistiques beaucoup plus avancées, puisque les boissons, c'est souvent de l'eau, de la poudre et de l'eau pétillante avec de la poudre, qui est mélangée à la fin, donc du coup, l'impact conservation et tout n'est pas du tout la même par rapport à du snack. Le snack, il va falloir avoir des éléments de conservation beaucoup plus avancés, beaucoup d'autres contraintes sanitaires, c'est des gros investissements au niveau stockage. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes coûts de fonctionnement. Ensuite, si on parle de la partie source de revenus, l'Amérique du Nord, pour Coca-Cola, donc si on compte toute l'Amérique, on est autour de 60% en Amérique, 18% en Europe, une vingtaine de pourcents tout ce qui est Afrique et Asie du Sud, et pour la partie asiatique, donc le reste, à peu près 12%. Donc là, on voit qu'on a une répartition qui est pas mal, bien sûr prépondérante, majoritaire, Amérique, forcément, c'est le pays d'origine, mais on a quand même une percée internationale qui est assez intéressante. Si maintenant on regarde la partie Pepsi, alors là on voit que la partie Amérique est beaucoup plus importante, donc on est à 73% si on prend tous les chiffres, ce qui est quand même assez important. L'Europe 15%, un petit peu en dessous de Coca-Cola, et là par contre sur le reste du monde, c'est quasiment rien du tout, 7 et 5%. Donc là on voit que Pepsi a quand même des gros sujets sur sa capacité à se produire dans le monde, et Coca-Cola est quand même une marque majeure, où Pepsi a du mal quand même à aller bouffer des choses ailleurs. Donc là c'est clairement Coca-Cola qui est très en avance par rapport à Pepsi sur ce slide-là. Sur la partie crise économique maintenant. Donc toujours les mêmes choses, 2008, 2020, 2023, 2024. Peut-être même que cette partie-là, je la découperai dans le futur, mais on reste sur ces périodes-là. Alors, Coca-Cola, chiffre d'affaires. Donc si on regarde 2008, plus 10%, ça va. Bénéfice net en recul, par contre. Et dividende record de 11%. Faut pas oublier que les dividendes, elles sont sur le rapport de chiffre d'affaires de l'année d'avant. Donc ça n'a pas forcément un gros rapport. Ce qui est embêtant quand même, c'est qu'ils ont été faire du bénéfice négatif pour pouvoir fournir de la dividende. Alors, ça peut peut-être vous rassurer si vous avez un portefeuille et que vous visez un portefeuille à dividende, mais moi je trouve qu'en investisseur, c'est un mauvais choix. Après, ça veut aussi dire que Coca-Cola a énormément de trésorerie et qu'il peut subir très très facilement les crises. Ça, c'est vrai. 2020, donc là, la cata, moins 11% en chiffre d'affaires, moins 13% en bénéfice net. Par contre, on garde ces éléments de dividendes qui augmentent tous les ans. 2023, cette fois, on repasse dans le plus, c'est l'inflation, c'est normal, ils ont augmenté leur prix, donc ils se sont fait des marches sur l'augmentation des prix, donc forcément plus de chiffre d'affaires et plus de bénéfices nets, puisque c'est à ces moments-là qu'on augmente. Et si on regarde 2024, donc là le début de boycott des sociétés américaines au Moyen-Orient fait beaucoup de mal, presque 3% de chiffre d'affaires en plus, mais par contre sur les bénéfices, on voit que ça leur coûte plus cher de faire du chiffre d'affaires, donc là, une petite perte. Faut pas oublier que Coca-Cola, on en reparlera après, mais a un sujet aussi qui est lié aussi au contenant dans lequel on va mettre les boissons, qui peut avoir un impact, et faut pas oublier qu'en ce moment, il y a un impact sur tout ce qui va être minerai, extraction minière et autres, pour la production. Donc ça, il y a un vrai sujet. Et ça l'a pas empêché d'augmenter à 5% son dividende. Si par contre, maintenant, on passe à PepsiCo. Alors, 2008, pas mal, très très belle année même,
Donc sur la grande récession, eux, ils ont été positifs vraiment presque partout en 2008, donc très beau résultat, plus 15% d'augmentation des dividendes, incroyable, bénéfice net à 5%, et chiffre d'affaires quasiment plus 10%, ce qui est une très belle valeur. Si on regarde pour la partie Covid-19, les gens, ils sont beaucoup restés à l'intérieur, ils ont commandé des choses, ils ont grignoté, ils ont fait des choses, plus 5% de chiffre d'affaires, donc ils ont très très bien géré Pepsi. Par contre, ils ont tout de même moins 2% de bénéfice net, donc on voit qu'il y a quand même quelque chose qui s'est passé. Bon, réellement, tout le monde a perdu en 2020, sauf quelques sociétés exceptionnelles. C'est pas incroyable. Dividendes, presque plus 4% également, donc là, ils ont été très agressifs. Si on prend 2023, c'est quasiment les mêmes chiffres que Coca-Cola, hein. On a quand même une dividende qui augmente de plus 8%, c'est assez énorme, et 2024, j'ai pas encore les chiffres, comme je le disais au début, ça va pas tarder à arriver. C'est clairement Pepsi qui est au-dessus du lot sur ce point-là, on va être réaliste. Ils ont mieux géré ces périodes de crise. À voir maintenant sur 2024 ce que ça va donner. Si on regarde cette fois la valorisation boursière, alors, vous vous rappelez, j'avais déjà expliqué ce qu'était le Price Earning Ratio, mais je vais quand même faire un rappel rapide. Donc c'est le PER aussi également, vous pouvez voir sur les screeners en ligne. Donc ça correspond en fait au nombre d'années de bénéfices pour lequel on achète l'action. Donc là pour Coca, on est sur 26 années de bénéfices, c'est pas fou. Et pour Pepsi, 22. Il y a quand même un point que je tiens à signaler, le prix de l'action Coca-Cola est vraiment pas cher. Oui, ils sont commencés sur une valeur très basse, ils ont fait des splits. Le split, ça consiste à diviser le nombre d'actions. Et donc, du coup, 64$, n'importe qui peut acheter du Coca-Cola. Pepsi, l'action est quand même presque 3 fois plus chère, un petit peu moins, 2 fois et demi. Ça reste quand même une action qui est moins accessible. On n'est pas sur des actions à 2500$, hein, c'est très accessible quand même, mais voilà. Le PER des deux sociétés est vraiment très beau. Bon, le Pepsi est quand même inférieur, ce qui est bien. Mais autour des 20, 25, ça reste quand même des PER qui sont plutôt standards. Et pour des grosses sociétés américaines, c'est vraiment pas cher. 300 milliards de capitalisation tout de même pour Coca-Cola et 243 pour Pepsi, un petit peu inférieur. On est assez équivalent là-dessus. Si par contre on regarde la performance 10 ans, alors sur 10 ans pour Coca-Cola, on a plus 56% de performance, ce qui est pas mal. Attention, je parle de performance hors dividende, sinon on serait à plus du double. Sur une moyenne de progression de 12% par an, pour rappel, le CAC 40 a du mal à faire 6-7%. Donc là, on est sur quelque chose qui fait le double du CAC 40 quand même depuis 1962, et on a plus de 7 années sur 10 qui sont positives. Donc là, quand même, faut se dire, assez intéressant. Cette fois sur Pepsi, on est sur presque plus de 90% d'augmentation sur 10 ans. 90%. Donc vous avez quasiment doublé la valeur d'achat que si vous aviez acheté il y a une dizaine d'années. Ce qui est vraiment très très bien. La moyenne, on est un petit peu inférieur, on est à 11%. Et sur le nombre d'années positives, on est assez équivalent. C'est vraiment assez équivalent sur les deux valeurs. Si on regarde les dividendes, donc sur 10 ans, elles ont fait plus 59%. C'est vraiment pas mal. Donc c'est quasiment l'inflation. On est sur une inflation moyenne autour de 6% sur 10 ans, 60%. Ça veut dire que la dividende a suivi l'inflation quasiment. Ce qui est vraiment très bien. On a une moyenne de à peu près 3% par an depuis le début. C'est toujours pareil. Donc c'est vraiment très corrélé à la valeur de l'action. Et on a une augmentation stricte. Alors, c'est mon augmentation à moi, de ma manière de calculer, sinon bien sûr c'est bien plus de 21 ans. Moi je considère qu'une année où on a une dividende exceptionnelle, si l'année d'après on est en dessous du montant total des dividendes, on est sur une baisse de dividendes. C'est ma façon de prendre les choses en compte. Je sais qu'il y a beaucoup d'économistes qui vont dire non, c'est pas vrai, c'est une dividende exceptionnelle. Mais, pour moi, c'est un point que je prends en compte comme ça. Si par contre je regarde sur PepsiCo, donc on est à plus 110% sur 10 ans, donc la dividende a très fortement augmenté, le double quasiment de Coca, c'est plutôt pas mal. On est sur une moyenne bien inférieure, par contre, plutôt de 7, et on est sur une augmentation stricte un peu inférieure, autour des 12%. Donc là, c'est clairement PepsiCo qui encore l'emporte, bien sûr. Si on regarde le graphique maintenant avec les deux,
eh bien on voit l'augmentation Pepsi et Coca-Cola. Donc on voit que Pepsi est vraiment en progression linéaire, même si là il a déjà subi une très grosse perte niveau valeur depuis à peu près l'année dernière, depuis 2024. Hein. Le milieu 2024, ça a commencé déjà à baisser, alors que Coca-Cola n'avait pas encore trop baissé. Coca est plus linéaire. Par contre, si on regarde Coca, on se rend compte quand même que vers les années 98, il a fallu attendre 2013 pour récupérer. Alors que Pepsi, lui, avait récupéré dès 2000. Donc là, il y a un vrai facteur. Il y a un facteur crise, c'est qu'une récupération sur Pepsi, c'est 2 ans, alors que Coca, ça peut prendre plus de 10 ans. Donc ça, c'est un point quand même à prendre en compte en cas de grosse période de crise. Sur les risques et défis. Alors, donc les deux vont avoir les mêmes choses hein, sur un certain nombre d'éléments. La réglementation sur la santé, tout ce qui est anti-sucre. C'est connu, hein, le sucre est très très mauvais pour la santé, hein. C'est pas quelque chose qui est nécessaire. Donc, surtout les sucres transformés. Donc là, c'est clair qu'il va y avoir des éléments sur la réglementation. Je considère que Coca, par rapport à Pepsi d'ailleurs, qu'il l'a pas trop encore pris en compte, même s'il commence à faire des rachats externes, Coca l'a pris en compte. Vous avez eu très très rapidement des versions Coca édulcorées, sans sucre. Donc c'est déjà un truc qu'ils ont intégré depuis le début. Les contenants, plastique et aluminium, faut bien sentir que l'aluminium n'est pas un matériel très bon pour la santé également. Hein. Pour info, c'est quand même utilisé dans des vaccins, dans plein de choses à côté aussi, pour augmenter la force des éléments. Donc, du coup, on sait que dans les années à venir, il va y avoir un sujet sur la partie contenant, en sachant qu'en plus, l'aluminium est assez cher en extraction. Donc, il y aura un sujet à un moment donné sur les canettes Coca. C'était d'ailleurs pour ça qu'au début, ils étaient en verre. Forte présence dans les zones à risque. Ils ont quand même 32% du CA qui est dans les zones actuellement à risque et anti-américaines. Ça va pas aider avec Donald Trump actuellement. Donc il y a quand même un sujet autour de ça. Donc à bien prendre en compte. Et il y a un PER, même s'il est encore correct, il est quand même déjà un petit peu élevé. On est un petit peu au-dessous des 25. Moi, j'ai toujours considéré qu'entre 20 et 25, on était pas mal. Au-dessus de 25, ça commence à être un peu compliqué. Si par contre, on regarde cette fois PepsiCo, donc on a les mêmes problématiques, hein, santé et contenance, ça c'est clair. On a un rendement bénéfice par employé, donc qui est autour de 300 000 dollars par employé. Juste pour information, Coca-Cola est à 500 000 dollars par employé. Ça c'est quand même un point qu'il faut intégrer. Alors que Coca est quand même un petit peu... Enfin, Coca fait plus de réserves d'argent que Pepsi, on a un problème d'endettement également. Donc il y a des sujets autour du vrai bénéfice. Bon, c'est tout ce que le nombre d'employés n'est pas une valeur ultra fiable à l'heure actuelle. Pourquoi pour un point simple, c'est qu'on parle des employés fixes, et il y a de plus en plus de prestataires dans les différentes sociétés, donc forcément, il faudrait intégrer les prestataires pour intégrer ça. Bon. Au niveau de la performance, alors elle est ultra concentrée en Amérique, ce qui fait que s'il y a une très très grosse crise aux États-Unis, eh bien, il va se passer que Pepsi va perdre les 3/4 de son chiffre d'affaires, va avoir au moins un impact sur son chiffre d'affaires, donc là, c'est vraiment très embêtant, et on a quand même un cycle baissier pour Pepsi depuis 2022, ce qui est inquiétant. Sur une année ou deux, ça peut... Faut voir comment ça va réagir sur 2025-2026, mais Pepsi, pour moi, est en baissier, alors que Coca continue à être en haussier. Donc, attention au niveau de l'investissement. Moi, personnellement, je n'investis jamais sur une action qui est baissière. Je vais investir sur une action qui est abaissée et qui remonte, parce qu'on sait que ça commence à remonter, et qu'on a un élément fiable qui nous dit qu'il remonte, mais sur une baissière, je n'investis jamais. Donc là, c'est clairement Coca. Si maintenant on regarde les résultats, alors je sais que ça va en choquer plus d'un, oui sur la performance, PepsiCo a été meilleure dans le passé, mais le passé ne fait pas tout, ne l'oublions pas. Pour moi, Coca-Cola, ça peut être une très belle valeur pour un investissement à potentiel et sans prise de tête. On pourrait faire du DCA dessus, donc c'est tout ce qui est investissement où vous mettez une valeur fixe tous les mois sans vous prendre la tête où vous achetez l'action, peu importe. Si en plus vous faites du DCA autour du milieu du mois, entre 14 et 17, c'est souvent les meilleures dates pour les performances.
et bien là, vous avez un potentiel intéressant en portefeuille. Pepsi, à voir encore ce qui va se passer avec leurs nouveaux investissements, tout ce qui va bien. Pour moi, ils sont en perte de vitesse. La marque du Coca, c'est clairement dans le monde Coca-Cola, on va être réaliste. Faut pas oublier que c'est quand même l'origine de la couleur du Père Noël. Donc, pour moi, peu de chance quand même. Mais en performance, ils sont meilleurs. On va attendre le rebond, et on verra, avec des choix courageux au niveau gouvernance, puisqu'à mon avis, c'est aussi parce qu'ils ont fait n'importe quoi depuis 2-3 ans, et donc ils sont peut-être en train de corriger ça, on va voir ça dans le futur. Merci beaucoup pour votre attention. Si ce type de vidéo vous a plu, indiquez-le dans les commentaires. Je vous invite également à me proposer des actions ETF que vous souhaitez que je compare ou que j'analyse. On fait travailler le pouce, on s'abonne à la chaîne pour être informé des nouvelles vidéos, et n'oubliez pas, le bon choix d'aujourd'hui est le succès de demain. Investissez avec bon sens, et on se retrouve bientôt. C'était Neil, merci.